Au démarrage, je ne vois que des symptômes faibles. Vous commencez à vous inquiéter quand vous devez envoyer des gens en réanimation. Et là, le premier gars que j'ai dû envoyer en réanimation, il avait été dans sa famille, il avait pris le train, il avait pris l'avion, donc il avait pris l'ensemble des doses maximum. Et c'est parce qu'il avait pris la meilleure dose, la plus grosse dose, qu'il s'est retrouvé en réa. Et c'est ça que les auditeurs doivent comprendre, c'est que... AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue. Je reçois aujourd'hui le docteur Bertrand Legrand. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Médecin généraliste à Tourcoing. Donc votre nom de famille est un aptonyme. Combien mesurez-vous ? 2 mètres. Voilà. Parfait, rien à dire. C'est votre père ? Beaucoup moins. Beaucoup moins, d'accord. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français des Hauts-de-France et vous publiez Journal d'un médecin au temps du coronavirus aux éditions de l'Archipel. Alors c'est un vrai journal. C'est un journal que vous avez tenu de février à mai. Les gens n'ont pas de mémoire, je vous disais tout à l'heure, mais c'est un vrai journal que vous avez tenu ou c'est vous qui vous êtes rappelé de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, c'est un vrai journal que j'ai tenu au jour le jour, au dictaphone. Et Yann Larman, mon co-écrivain, a traduit ça sans faute d'orthographe, ce qui m'en était tout à fait incapable, où j'en étais incapable. Et surtout que même les dictaphones font des fautes d'orthographe. Vous êtes un enfant de la balle, marié avec votre associé. Donc en fait, chez vous, il n'y a que des médecins. Et quand vous allez dîner dehors, vous dînez avec des médecins. C'est ce qu'on voit dans votre livre quand même. C'est exactement ça. La médecine, c'est un monde très fermé. Et c'est vrai que face aux difficultés qu'on a, qui ne sont pas les mêmes qu'un entrepreneur, on a tendance à se retrouver, à se regrouper. En fait, c'est le réseautage, c'est toujours la même chose. Et donc oui, effectivement, je suis marié. En fait, j'avais du mal à trouver un associé. Alors du coup, je me suis marié avec. C'était plus simple. C'est plus facile. Beaucoup plus et vous simple. avez pris le cabinet de votre père. Comme ça, au moins, vraiment, c'est une histoire familiale. Les Français ont confiance dans leur médecin généraliste, mais pas dans la médecine en général et encore moins dans la médecine gouvernementale. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe français ? C'est typique. Quand vous posez la question à quelqu'un qui a un doute qui va être dire oui, il faut pas mettre le masque, machin, etc. Vous lui demandez s'il a confiance dans son médecin. Oui, mon médecin c'est le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. C'est grâce à la médecine libérale. Mais par contre, si vous lui demandez, oui, mais quand même Big Pharma, machin, etc. Et là, ça y est, hop, c'est reparti. Et Sanofi. Oui, tous depuis l'histoire du vaccin, c'est effroyable. Ouais. En fait, le vaccin, la chute de la confiance dans le vaccin, c'est Bachelot, c'est les vaccinodromes. On en demande à des gens de se faire vacciner par des gens qui sont autres que leurs médecins traitants. La confiance est perdue, et alors là, ça y est, c'est parti, ça part dans tous les sens. On rappelle que vous avez ressorti le vieux stock de masques de Roselyne de 2011. Je la remercierai jamais assez. C'est peut-être grâce à elle que je suis négatif. Alors il y a beaucoup de questions dans votre livre, il y a beaucoup d'interrogations, les interrogations que se posent les médecins, les angoisses qu'ils vivent aussi quand ils ont des annonces à faire, des décisions à prendre. Vous êtes suivis, vous, les médecins, par des sortes de supervision, par des cellules psychologiques, Alors c'est une excellente question, puisque en fait, dans 70% des cas, le médecin est son propre médecin traitant. Donc la réponse est non. C'est exactement la même chose. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. En question de médecine, c'est effroyable. Et effectivement, on est toujours seul. C'est-à-dire que même si on est en groupe, dès qu'on est médecin libéral, dès qu'on est médecin de famille, la dernière décision, c'est toujours la nôtre. Et on sait jamais si jamais on a bien choisi ou mal choisi. Alors par exemple, vous, on va prendre un mot qui est devenu à la mode pendant cette pandémie, le mot protocole. Donc vous, si vous attrapez la Covid-19, qu'est-ce que vous vous administrez comme protocole en tant que médecin ? Alors ça va dépendre du moment, pour être très clair. Au démarrage, si j'ai juste une sérologie, une PCR qui est positive et pas de symptômes, je vais me traiter en fonction des symptômes. Si je commence à avoir des symptômes, je vais commencer à mettre une antibiothérapie probabiliste, donc je vais utiliser de l'azithromycine. Si je commence à avoir des signes respiratoires, je vais utiliser du singulaire parce que je me dis ça va limiter mon encombrement. Et puis si j'ai des facteurs de risque cardiovasculaire, ce que je n'ai pas, je me mettrai des anticoagulants. Et puis si jamais j'arrive plus à compter jusque 5, j'appellerai le SAMU. Et si j'arrive pas à compter jusque 10, j'appellerai mon médecin traitant, c'est moi-même, ça va être compliqué. Ou votre femme ? C'est ma femme. Ça peut être votre médecin. Oui, je peux l'appeler. Vous avez raison de me le rappeler. Il y a beaucoup de questions que vous posez dans le livre, par exemple, concernant le personnel soignant. On s'est rendu compte que le personnel soignant pouvait être contaminant. Oui. Et ça, c'est une donnée qui a été prise en compte très très tard dans la pandémie. C'est une donnée qu'on avait dès le démarrage, c'est-à-dire que c'est une donnée qu'on connaissait des Chinois. Donc
vraiment au démarrage. C'est une donnée qu'on a vu se mettre en place en Italie, puisque 40% des médecins avaient le Covid au moment au démarrage. Donc on savait très bien que c'était une maladie nosocomiale. Et malgré ça, c'était une donnée qui a été ignorée en France pendant très longtemps, pour une simple raison, c'est que le stock de masques était parti en Chine le 17, date à laquelle il fallait changer de candidat. Février. Date à laquelle il fallait changer de candidat municipal. Donc on n'a jamais vu un ministre de la Santé aussi absorbé que par la prochaine élection municipale. Donc c'est parti, on a 380, mais il n'y avait pas tous les stocks de masques français quand même, il faut être sérieux. 17 tonnes. Il y avait 17 tonnes et à la sortie de ça, on n'avait pas de FFP2 pour les médecins, en dehors des quelques réanimateurs qui avaient besoin d'intubés ventilés, donc autant vous dire qu'eux, ils en avaient vraiment besoin. Nous, en tant que médecins libéraux, on n'a pas reçu de masque avant, alors j'ai plus toutes les dates en tête, mais je crois que c'est aux alentours de début mars, en tout cas après que je sois passé sur envoyé spécial, j'ai été chercher avec envoyé spécial, donc c'est totalement incroyable. En gros, avec ces 17 tonnes de masques, qu'est-ce qu'on pouvait couvrir en gros ? J'imagine qu'on pouvait au moins couvrir le démarrage, c'est-à-dire au moins donner une dizaine de masques à chaque médecin, leur dire attendez, vous en aurez que 10, donc vous les recyclez, parce que si on nous avait dit qu'on n'en avait pas, on aurait recyclé les premiers plutôt que de mettre bêtement tout notre stock sur le bout du nez de chaque patient qui toussait et qui crachait. Valait mieux se protéger, nous, pour pas transmettre. C'était évident. C'était vraiment une belle erreur. Alors vous dites qu'un bon généraliste reconnaît la prévalence de la maladie qu'il rencontre. À quel moment est-ce que vous avez rencontré, vous, la prévalence de la Covid-19 ? Alors j'ai eu énormément de chance parce que j'ai vos confrères d'envoyés spéciaux qui n'ont pas arrêté de me poser des questions pendant 3 jours à me dire « Et ça, il tousse, il crache, ça pourrait pas être un Covid ?» Au début, je leur ai répondu « Bah non, c'est un rhume, c'est une angine. » Et puis au fur et à mesure des questions, à la 50e fois où on vous pose la question, vous commencez à vous dire « Mais c'est vrai que normalement, je devrais pas en avoir autant des gens qui toussent et qui crachent. » Et vous commencez à penser autrement. Et là, vous commencez à chercher. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « En fait, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup autour de moi. » Et j'avais eu un autre événement, un peu avant qu'ils arrivent. On avait eu un patient d'origine chinoise qui revenait de Chine, qui au 15e jour s'est pointé dans un cabinet. Et on a appris que... au 15e jour, ça dépassait le protocole de 14 jours, donc on l'a pas testé, donc on l'a laissé repartir. Et votre livre démarre sur cet événement d'ailleurs. Ouais. Catastrophique, quoi. C'est typiquement un protocole qui est pensé sans aucune souplesse de terrain. Et nous, sur le terrain, le gars qui est symptomatique, 15 jours, 14 jours, enfin, ça compte pas, quoi. Un jour, ça compte pas. On aurait dû le tester. Ouais, c'était un dîner, vous commencez à parler de ça, et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème sur le protocole qui a été appliqué, et finalement ces protocoles ne tiennent pas compte de la réalité du terrain, c'est ça ? C'est exactement ça, en fait. C'est quand on commence à en discuter à plusieurs médecins, on se dit, en fait, on pense tous la même chose. On a tous l'impression que ce protocole est abscon, et on n'osait peut-être pas le dire, on n'osait pas le dire tout haut, et le fait d'être à plusieurs, on se l'est dit tout haut, et là, on a commencé à changer notre façon de voir. Alors, parmi les mots qui sont apparus, le mot quatorzaine, est-ce qu'aujourd'hui ce concept de quatorzaine, il a lieu d'être ou pas ? Parce qu'on parle de réduire justement cette quatorzaine. Alors, c'est encore une excellente question. La vraie question en épidémiologie, c'est de réduire la contamination. On a 2 façons de traiter un patient. La façon individuelle, vous êtes en face de moi, je vous soigne pour vos symptômes. Et la façon collective, où là, on a pour but de diminuer une épidémie. Si je fais un test aujourd'hui, mon objectif du test, c'est pas de vous soigner vous, parce que moi, je vais vous soigner en fonction de vos symptômes. Que vous soyez Covid ou que vous ayez une pneumopathie, ma foi, ça ne change pas grand-chose au traitement. Par contre, si jamais mon test revient avant 5 jours depuis le début de vos symptômes, ça me permet, avant le 7e jour où vous avez infecté 90% des gens, d'identifier tous vos contacts et eux-mêmes, sur la génération suivante, permettront de couper l'épidémie. Donc je me bats pas pour vous, je me bats pas pour les gens que vous avez contaminés, je me bats pour les gens qui seront contaminés par les gens que vous avez contaminés. Et ça nécessite de faire un test en moins de 48 heures rendu. Or aujourd'hui, sur Paris, c'est pas possible, donc c'est complètement stupide et il faut changer cette politique très rapidement parce que sinon l'épidémie va continuer à se propager. Or, le seul moyen qu'on a d'éviter un confinement généralisé, c'est de couper l'épidémie avant qu'elle se concentre. Vous, aujourd'hui, vous pratiquez quel type de test ? Alors, que des PCR. Je vous rappelle que les tests sérologiques n'ont aucune valeur pour la contagion en soi-même. Si un test sérologique va vous dire seulement si jamais vous avez été contaminé, il va vous répondre si vous avez des anticorps, mais il ne vous répond pas si vos anticorps sont encore efficaces et suffisants pour vous défendre. Donc, si vous avez des anticorps, ne croyez pas que vous êtes immunisé.
Personne ne sait, c'est de la roulette russe, on ne sait pas. Vous écrivez que très tôt, enfin c'est dans votre journal, très tôt, alors c'est une hypothèse que vous émettez, c'est que vous pensez plus que la Covid-19 ressemble à une gastro qu'à une varicelle. Oui, alors quand je dis ça, c'est simple. C'est en fait une varicelle, vous allez en faire une fois, et vous n'en ferez plus jamais parce que vos anticorps sont compétents pendant toute votre vie. Mais une gastro, tout le monde l'a expérimenté. Vous pouvez faire une gastro, vous la refilez à votre frère, qu'il refile à votre frère, qu'il refile à votre frère, et puis quand ça fait le tour de la famille, boum, c'est encore pour vous. Et ben, pour moi, le Covid, c'est pareil, je l'ai vécu exactement de la même manière. Donc vous, sur le terrain, comment vous illustrez? Quels sont les cas concrets qui permettent d'illustrer ce que vous nous dites? Très concrètement, j'ai fait des tests à une famille de 9 personnes. Quand j'avais terminé d'isoler l'ensemble des 9 et que j'avais terminé de faire les tests étaient devenus négatifs, le dernier test positif, à 2 mois et demi, a contaminé le premier. Et donc on est reparti pour une source. Donc l'histoire de dire on ne peut contaminer que pendant les 7 premiers jours, il faut bien comprendre que le message, il est partiel. Vous allez contaminer 90% des gens que vous devez contaminer dans les 7 premiers jours. Reste 10%. Si c'est les 10%, si c'est votre frère, votre père, votre mère, excusez-moi, mais personne n'a envie de contaminer son père ou sa mère. Donc ça veut dire, mais sur la question d'immunité, on peut répondre ou pas vraiment en l'état actuel des connaissances? En l'état actuel des connaissances, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne voit pas énormément de personnes réinfectées en cas grave. On sait qu'on a une immunité cellulaire qui persiste 3 à 6 mois, une immunité humorale, donc c'est 2 mécanismes différents, qui persistent aussi 3 à 6 mois. On est certain qu'au-delà, il n'y en a pas. Et on est sur un virus qui est le coronavirus, donc c'est le même virus que le rhume. Donc exactement de la même manière que vous attrapez un rhume plusieurs fois dans l'année, je ne vois pas qu'est-ce qui ferait que ce coronavirus ne reviendrait pas plusieurs fois dans l'année. Il n'y a aucune raison. Vous expliquez dans votre livre qu'au début, comme tout le monde, vous pensez que c'est une petite grippette. Bien sûr, au démarrage, je ne vois que des symptômes faibles. Je vois des gens qui ont le nez qui coule, je vois... Alors rétrospectivement, parce qu'on s'en est rendu compte en regardant en arrière que les gens avaient des diarrhées, puis après se mettaient à tousser. Parce que moi, j'avais identifié comme une gastro au démarrage, puis une angine. Alors ceci dit, la diarrhée, ils n'en ont pas parlé du tout dans les symptômes au départ. Ils ont parlé beaucoup de tout ça, mais de fièvre, mais pas de diarrhée. C'est gentil de me dire que je ne me suis pas trop trompé, mais en réalité, quand je regarde en arrière, je vois bien que je me suis trompé. Donc c'est la différence entre un professeur et un médecin de médecine générale. Moi, je regarde ce que je fais, je regarde en arrière, et si je fais une erreur, j'estime que c'est une erreur. Je ne vais pas vous dire que le protocole a changé, comme dirait un ministre. Donc réellement, on a vu tous ces symptômes arriver, et donc tous ces symptômes au démarrage, ils sont pas inquiétants. Vous commencez à vous inquiéter quand vous devez envoyer des gens en réanimation. Et là, le premier gars que j'ai dû envoyer en réanimation, c'est simple. Il avait été dans sa famille, il avait 4 personnes qui étaient malades dans sa famille, il avait pris le train, il avait pris l'avion, donc il avait pris l'ensemble des doses maximum, et c'est parce qu'il avait pris la meilleure dose, la plus grosse dose, qu'il s'est retrouvé en réa. Et c'est ça que les auditeurs doivent comprendre, c'est que en réalité, attraper une petite dose, ça vous rend un petit peu malade. Attraper une grosse dose, ça vous rend fortement malade. Donc tant que vous appelez ça la charge virale, c'est quoi? C'est ça, c'est l'inucléum viral. Quand vous avez rencontré une seule personne de malade dans la journée, vous avez une petite dose. Mais si jamais vous avez rencontré 10 personnes malades dans la journée parce que la fréquence de la maladie a augmenté, à ce moment-là, ça va mal se passer. Et que vous soyez jeune ou pas jeune, c'est pareil. Et c'est ça qu'il faut dire aussi au personnel soignant qui, eux, en permanence, sont confrontés à une charge virale. Oui, pour nous, la charge virale est importante, donc on a intérêt à avoir un masque et un bon masque. Vous avez fait une enquête pour savoir si vous avez contaminé vos patients. Oui, c'est une obsession dans ma tête à chaque fois. Et alors, ça donne quoi? Pour l'instant, ma sérologie est négative, mon PCR est négatif, donc a priori, je ne l'ai pas attrapé, donc je n'ai pas pu contaminer. Et on a fait une deuxième enquête, parce que c'est pas le tout de ne pas être le vecteur. Peut-être que mon cabinet aurait pu être le vecteur. C'était une question que je me posais aussi. On a regardé et on n'a pas vu de chaîne de contamination dans mon cabinet avec un médecin de santé pub avec qui je travaille. On croyait jusqu'à l'arrivée de la maladie, que toute maladie se soignait ou on se vaccinait. Oui, alors ça c'est une croyance vraiment répandue et à la fois complètement fausse. La majeure partie des maladies n'ont aucun vaccin dans la plupart des cas. Donc vraiment, c'est pas le cas à chaque fois. Et pour tout ce qui est virus, on attend clairement, on n'a pas de traitement. Donc non, c'est une croyance.
Et vous écrivez qu'il faut toujours se comporter avec le coronavirus comme si nous ne devions jamais être immunisés. Donc pas d'immunité collective. Pourquoi ? Alors je l'ai écrit, je ne sais même plus à quelle date je l'ai écrit, mais c'est une vraie pensée qui est vraiment... Vous le pensez tôt, hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je pense depuis le début, c'est-à-dire que j'ai toujours très peur des gens qui pensent que c'est terminé et qui du coup se relâchent et repropagent la maladie. C'est exactement ce qu'on a vécu au mois d'août. On a eu toutes les théories fumeuses qui sont sorties. Le masque ne sert à rien, le virus il a muté, la maladie elle est moins dangereuse. Sur la question du le virus et la muté, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? La mutation a bien eu lieu. Elle a eu lieu en mars, pour être très clair, c'est-à-dire au moment où cette mutation s'est répandue en Europe. Donc les gens qui ont cru qu'il y avait eu des morts cachées en Chine, en fait non, il n'y a pas eu de mort cachée en Chine. Les Chinois ont bénéficié d'un virus qui était moins contagieux, tout aussi mortel, mais moins contagieux. Et quand le virus est arrivé en Italie, il avait muté, et il avait muté pour une forme plus contagieuse, donc qui se répandait sur une cinétique, donc une propagation plus rapide, et c'est pour ça qu'on a pris très cher. Et depuis le mois de mars, c'est le même virus, à part quelques mutations mineures, mais ça n'a pas de... Donc il n'a pas muté jusqu'à aujourd'hui, c'est le même. Et sur le fait qu'il soit moins dangereux, alors et là on vous dit, mais regardez le chiffre des hospitalisations et des réanimations. Moins dangereux, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, quand vous prenez une petite dose de radioactivité, vous allez faire une radio, il vous arrive strictement rien. Maintenant, vous plantez votre tente au-dessus de Tchernobyl, je peux vous garantir que vous pouvez prendre votre rendez-vous tout de suite pour un oncologue. En réalité, c'est une question de dose et dinucléum viral. Et si vous avez une petite dose, ça va bien se passer. Si vous avez une grosse dose, ça va très mal se passer. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est plus on est exposé au virus et plus on a des chances de faire une forme sévère, c'est ça ? Exact. En gros. Comment vous expliquez le retard à l'allumage, donc déjà des politiques qui ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait ? Voilà. La première des explications, et probablement qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, c'est que les médecins libéraux, donc les médecins sur le terrain, qui faisons 95 à 90% des actes, n'ont pas beaucoup de temps pour communiquer avec les politiques, c'est assez clair. Et il y a une rupture totale entre le monde politique et le monde des médecins libéraux. Les politiques ne comprennent pas les libéraux, et les libéraux, sincèrement, ne comprennent pas non plus les politiques. Donc la discussion est compliquée. Vraiment, donc ça, il n'y a pas de retour du terrain. Donc ça veut dire qu'il y a personne qui est chargé de faire comprendre aux hommes politiques dans le milieu médical ce qui se passe, c'est ça ? Il y a des gens qui sont chargés de faire ça, mais ils ne rencontrent pas, ou ils ne rencontrent pas aux bonnes heures les médecins libéraux. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour organiser la ville de Tourcoing, on nous convoque à 16h ou à 14h. Moi, à 14h, je suis avec mes patients. Donc, si on veut me convoquer à la mairie pour un moment où je vais donner mon temps gratuitement, il va falloir me convoquer après 20h, parce qu'avant, non, je travaille. Deuxièmement, pourquoi nous, on a mis autant de temps à réagir aussi ? Nous, la population, vous voulez dire ? La population. C'est toujours... Et à comprendre ce qui se passait. C'est toujours très difficile. En fait, surtout sur une annonce de maladie grave ou potentiellement grave, parce que le coronavirus n'est pas grave en soi-même, mais il peut potentiellement être très grave. Quand vous annoncez une maladie grave à quelqu'un, il y a toujours un temps de déni. C'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Ce déni, il a eu lieu à la fois pour les patients, il a eu lieu pour les politiques, et puis il a eu lieu aussi chez les médecins, parce que nous aussi, on n'a pas envie, on n'est pas capable de regarder nos patients en se disant je vais en perdre X%. C'est quelque chose d'insupportable pour nous. Vous racontez que vous êtes sur un groupe WhatsApp de médecins le 30 mars, donc on est déjà avancé, et vous avez encore un grand nombre de confrères qui sont dans le déni de ce qui se passe. Tout à fait, oui. On a eu des confrères qui ont continué à vouloir poser des diagnostics plutôt que de couper la contagion. Et c'est, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Le patient, il nous demande un examen de plus. C'est toujours. Et vous êtes sûr, docteur, que j'ai une pneumopathie ? Faites-moi donc une radio, faites-moi donc un scanner, faites-moi donc. Oui, mais attendez, stop. À quoi va servir la radio ? À quoi va servir le scanner ? Et quel risque je fais prendre au personnel qui vous l'a fait passer ? Là, quand on commence à se poser ces questions-là, on se dit non, on stoppe, on reste sur la clinique, on soigne les gens et on évite la propagation. Bon. Et qu'est-ce que l'affaire Griveaux à avoir dans l'histoire ? Eh bien, je pense que le fait que M. Griveaux ait malheureusement dû se retirer pour des textos qu'il n'aurait pas dû recevoir, ou émettre, je ne sais plus, a fait qu'on a perdu un ministre de la Santé pendant le temps
au moment clé où il fallait agir, c'est-à-dire le moment où on sait que le coronavirus... Là, vous parlez de Madame Buzyn. Arrive, tout à fait, je parle de Madame Buzyn. Le moment où le coronavirus arrive en Europe et où il est inéluctable qu'il arrive en France. Une fois qu'il est en Italie, c'est plus possible de penser que ça n'arrivera pas en France. Et bien, à ce moment-là, la seule réaction qu'on a eue, ça a été d'envoyer quasiment tout notre matériel de protection en Chine. C'était une connerie, mais des comme ça, on n'en fera pas deux. Hein. Enfin, peut-être que si, quand même. On verra si on a de la mémoire. Vous faites l'état très tôt de coups de téléphone que vous avez avec des confrères qui vous expliquent ce qui avait été prévu pour les EHPAD. Oui, alors... et de la mise en place, dès le début, de ce qu'on appelle des politiques de sédation. Oui, alors en fait, c'est très compliqué à comprendre. Il faut un peu de temps pour que vos auditeurs comprennent. Un EHPAD, quand vous avez un malade dans un EHPAD, le coronavirus se répand très vite. Parce que le milieu est fermé, que forcément le personnel soignant passe d'un malade à un autre et que vous pouvez prendre toutes les précautions que vous voulez. Malheureusement, c'est comme dans une famille. L'ensemble de la famille sera contaminé. Et bien là, l'ensemble de l'EHPAD risque fort d'être contaminé. C'est ce qu'on a vu dès le départ, et ça a commencé d'ailleurs en Amérique. Quand Trump nous disait qu'il n'y aurait pas de cas en Amérique, il s'est tapé directement un EHPAD avec un taux de mortalité effroyable. Et la deuxième caractéristique du coronavirus, c'est que la décompensation se fait en un temps très court, c'est-à-dire à peu près 2-3 heures. Votre malade va bien, et puis tout à coup il bascule et il va très mal. Et à ce moment-là, quand on est très âgé, quand on a des comorbidités et que il est plus raisonnable de vous envoyer en réanimation, parce que sinon on va vous intuber, on va vous ventiler, et puis après il faudra éteindre la machine parce que la machine ne s'éteint pas toute seule. Et ça, c'est une décision qui est très difficile à prendre, et surtout c'est une décision qui relève de l'acharnement thérapeutique, et s'arrêter avant, c'est très important. Eh bien, dans ce contexte-là, il a fallu prendre une décision, et cette décision qui a été prise, c'est qu'un malade qui était trop âgé, qui avait trop de comorbidités, qui n'avait très peu de chances de s'en sortir en réanimation, ne serait pas transféré d'un EHPAD à la réanimation. Et c'est ce qui explique que l'âge moyen en réanimation est si faible en France, puisqu'on a une exception à 53 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui ont moins de 53 ans, 50% des gens qui en ont eu plus. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites pour ces gens qui sont en train de décompenser ? Vous n'allez pas les laisser s'étouffer. Donc s'ils sont très anxieux, si ça se passe mal, il faut pouvoir les endormir un petit peu. C'est pas les tuer, c'est les endormir. Et donc au début, on avait des molécules très adaptées les stocks ont été envoyés dans les EHPAD. Et puis à la fin, on n'avait plus de stock. Et il a bien fallu utiliser d'autres molécules pour faire le même effet. Malheureusement, ces molécules qui n'étaient pas faites pour ça ont aussi un autre effet, c'est qu'elles sont dépresseurs respiratoires, ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça a accéléré de quelques heures. Mais très objectivement parlant, en tant que médecin, on ne va pas se poser la question entre laisser mourir quelqu'un sans soin, sans calmant, si jamais il est anxieux, alors que c'est juste une question de minutes de plus ou une minute de moins, c'est pas question. Là, mais là, vous faites l'état d'un appel du 15 mars, donc on est quand même un mois après le début de votre journal, où on vous explique que des protocoles de sédation sont mis en place par les ARS. Tout à fait. Mais pas assumés. Non, ils n'ont pas été envoyés par écrit, parce que le politique n'assume jamais ce genre de choses-là. C'est toujours au médecin coordinateur de devoir assumer ce genre de choses-là, évidemment. C'est évident. Donc il y a des EHPAD où il y a eu des nombres de morts importants. C'est ça qui s'est passé ? Oui, bien sûr. Oui, on le voit très bien dans les chiffres. Aujourd'hui, en France, vous avez la moitié des morts qui sont issus de la réanimation, quasiment l'autre moitié qui vient des EHPAD. Donc oui, évidemment. Mais encore une fois, c'est les gens qui étaient en EHPAD. Si on avait eu suffisamment de place en réanimation, qu'on les avait envoyés en réanimation, ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat. Il faut être clair sur la question. Mais on ne peut pas le dire. C'est compliqué à dire. Est-ce que les Français sont capables d'entendre ça ? Vous savez, quand on prend une décision avec une famille en ville, parce que là, on vient de dire qu'on avait compté les morts en EHPAD, on a compté les morts à l'hôpital, mais a-t-on compté les morts en ville ? C'est une vraie question. Eh bien, à partir de ce moment-là... Quand vous parlez de morts en ville, c'est de gens qui sont morts chez eux, c'est ça ? Bien sûr. Pas testés ? Pour la plupart, pas testés. Il n'y avait pas de test à cette époque-là. Ouais. Donc ça dépend de ce que j'ai écrit sur le certificat de décès, évidemment. Moi, j'ai fait 5 certificats de décès pendant cette période-là, pendant juste la période de mars à mai. D'habitude, je fais un certificat de décès tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Donc 5 en un mois, ça fait beaucoup quand même. À l'échelle d'un médecin, ça paraît pas grand-chose, mais vous multipliez par 50, 60 000 médecins, ça commence à faire beaucoup. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est la surmortalité. Et ça, on ne le saura que dans un an. C'est le temps que les statistiques arrivent. Vous dites que finalement la Covid-19 écrase tout. Pour avoir des statistiques, finalement, pour savoir ce qui relève de la Covid-19 ou ce qui relève d'autres maladies. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire des corrélations Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, dès le départ, on avait demandé à faire des cohortes pour savoir quand est-ce que les médecins, par exemple, seraient contaminés et quand est-ce qu'ils devaient se masquer, par exemple, au tout démarrage. Et puis, on avait demandé de faire des cohortes sur les lieux à risque. Une cohorte, c'est... Une cohorte, c'est un échantillon. Comme ça permet d'avoir une idée sur la France. Et on avait demandé les lieux à risque, on avait demandé toute une sorte de choses comme ça. Ça nous aurait permis aujourd'hui de vous dire à quel niveau de l'épidémie on est. Est-ce que je suis en octobre ? Est-ce que je suis en novembre ? Est-ce que je suis en mars ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas parce qu'il n'y a pas eu ces cohortes-là. Il n'y a pas eu ces cohortes parce qu'elles n'ont pas été décidées au niveau politique. Donc là, oui, clairement, c'est encore une erreur. Là, même aujourd'hui, on ne l'a pas décidé. Aujourd'hui, on teste beaucoup. Donc c'est comme si on regardait tout l'iceberg. Hier, on testait que les gens qui étaient sur le point d'être hospitalisés. Donc on regardait que le dessus de l'iceberg. Vous ne pouvez pas comparer tout l'iceberg au dessus de l'iceberg et en tirer une conclusion. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que l'iceberg, il grossit. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est à la taille du moment du pic où il va falloir envoyer les gens en réa, ou est-ce qu'on est 1 ou 2 mois avant ? Personne ne sait. Ce qui me fait redire, encore une fois, à tous vos auditeurs, que c'est le moment de diminuer ces interactions sociales, de faire les gestes barrières, parce que c'est ce qui va diminuer la propagation. Et si vous diminuez la propagation, on pourra peut-être avoir une forme moins grave qui arrivera. Et donc c'est pour ça. Mais la forme moins grave, elle dépend de chacun de vos auditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on est. Non, on ne sait pas où on est, ça c'est clair. On sait qu'on avance. Mais concrètement, on peut pas dire si on est au même niveau qu'en février, au même niveau. Puisqu'en gros, c'est là qu'on agit. Celui qui répondrait à cette question-là fait une double erreur statistique et raconte n'importe quoi. On ne sait pas. On n'a pas d'étalon. Alors on fait pas trop de médecine prospective parce que c'est bien, parce que là on peut aller en arrière pour voir ce qui s'est passé et quelles leçons on peut tirer sur ce qui va se passer. Vous, on voit que petit à petit, au début, vous êtes comme tout le monde, vous croyez à la grippe, à la petite grippette, et que petit à petit, vous vous rendez compte que la petite grippette n'est pas une petite grippette. Bon. Et là, aujourd'hui, alors, tout le monde se demande à peu près où on en est. On a le retour des vacances et on est à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que vous constatez dans votre cabinet ? Moi, ce que je constate dans mon cabinet, c'est que le mois de septembre, normalement, c'est le mois où on fait les certificats, où on fait toutes les papiers, les pour le sport, tout ça, les certificats MDPH et compagnie. Et là, moi, je ne fais presque aucun certificat de sport parce que je suis occupé à 150% à soigner des pathologies respiratoires, rhume, angine, gastro, etc. Et cette prévalence de ces maladies, de ces signes de maladie, est totalement anormal pour un mois de septembre. Et c'est pas logique. Alors, j'espère que c'est limité à mon quartier, à mon cabinet, mais j'ai un petit doute sur la question quand même. Mais ça veut dire quoi ? Mais là, vous parlez de maladies qui sont bénignes. Tout à fait. Ça veut dire a priori. Ça veut dire qu'en fait, une gastro, normalement, vous avez des diarrhées et des vomissements. Si vous avez qu'un des deux, ça correspond plus à une gastro. Une angine, vous avez une angine, mais vous avez la gorge qui est gonflée. Et si jamais quand je rouvre la bouche et que je vois pas de gorge gonflée, c'est un autre signe. Et ça peut se ranger dans les signes du coronavirus et ça devient plus embêtant. Et c'est ça qui nous embête, en fait, si vous voulez. C'est vraiment, est-ce qu'on est en train de réassister à ce qu'on a vu au mois de février-mars, où les angines ont disparu tout doucement, où les gastros ont disparu tout doucement, et où on s'est retrouvé avec tout à coup que des symptômes de coronavirus, bénins pour la plupart, rappelons-le quand même que 90% des coronavirus se passent bien. Mais est-ce qu'on est en train de voir cette vague se former, ce socle en train de se former, ou est-ce qu'on est au tout début ? Ça, on ne sait pas. Et c'est ça le. Mais là, j'ai envie de vous dire tester à ce moment-là. Alors, on teste toujours dans un seul but, c'est de couper la propagation. Donc, si mon test est réalisé au 10e jour des symptômes, le résultat, je l'aurai au 12e jour, et vos contacts seront déjà au-delà du 7e jour, et les contacts de ces contacts, ainsi de suite. Et donc, du coup, j'ai rien coupé comme propagation. Par contre, j'ai juste compté. C'est la politique actuelle du gouvernement, puisqu'on nous demande de tester les cas contacts à 7 jours. Et en fait, la réalité des choses qu'on devrait faire, c'est pouvoir choisir qui on teste, et non pas laisser n'importe qui aller se tester n'importe quand, de manière à avoir le résultat le plus vite possible, de manière à couper la propagation.
Mais ça, c'est encore un vœu pieux. Mais pour vous, qui il est utile de tester ? Il est utile de tester toute personne, à l'heure actuelle, qui a des symptômes depuis moins de 5 jours. Si c'est plus que 5 jours, mieux vaut le traiter pour ses symptômes et l'isoler. Mais si c'est plus que 5 jours, il faut arrêter de tester parce que au-delà de 5 jours, le test, il va juste il va mettre une étiquette diagnostique, mais il ne permet pas d'arrêter la contagion. Alors il faut que les gens se rappellent le début de l'apparition des symptômes, qui peut-être ne peuvent pas alerter au départ. Hein. C'est une vraie enquête de police et c'est bien pour ça que c'est l'objet d'une consultation. Et c'est bien pour ça que si vous avez un rhume ou une gastro, il faut consulter le plus rapidement possible pour nous aider à contrer les problèmes. Mais il ne faut pas aller se faire tester sans avoir vu le médecin, parce que après sinon on se retrouve avec des tests positifs qui traînent dans la nature, ça ne va pas. Au début de l'épidémie, les médecins généralistes ont été écartés de l'épidémie. Aujourd'hui, il faut retourner sur le médecin. Ça veut dire que le médecin est redevenu la première intention en cas de doute, avec les salles d'attente. Je vais être très clair. Au démarrage, on a fait fuir les patients des cabinets de médecine générale. Au lieu de dire aux médecins, adaptez-vous, le coronavirus est là, vous allez avoir des patients qui ont du coronavirus et des patients qui n'en ont pas, adaptez vos salles d'attente, enfin mettez en place ce qu'il faut. On a dit, c'est garanti, vous n'aurez pas de patients coronavirus, on envoie tout à l'hôpital. 48 heures plus tard, le SAMU avait son standard qui explosait. Ils n'arrivaient plus à gérer, on a laissé les patients dans la nature. Quelques temps plus tard, tout le monde rentrait dans les urgences et se contaminait les uns après les autres. Non, il faut que les médecins généralistes fassent leur travail. On est la grande masse, c'est nous qui soignons nos patients. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est bien à nous de gérer les choses et à nous de nous adapter pour les gérer. Et deuxième chose, effectivement, on a perdu la main sur le test en août et on voit bien que, à part faire du chiffre, très sincèrement, le test aujourd'hui ne permet pas de rompre la contamination. Donc il faut redonner de l'intelligence médicale dedans, il faut redonner la main aux généralistes. Donc, qu'est-ce qui permet de rompre la contamination ? Là, on parle à tous ceux qui nous écoutent. Là, matin. Très simple. Si vous avez des signes de rhume, des signes d'angine, des signes de gastro, une migraine, si vous avez quelque chose comme ça, vous consultez votre médecin rapidement et en attendant d'avoir le rendez-vous, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas au mariage, vous n'allez pas au boulot. On va pas au mariage. Bah non, vous n'allez pas au mariage. Vous n'allez pas au mariage de votre cousine, vous ? Non. Je vais pas au mariage de ma cousine si jamais j'ai un rhume, parce que je veux pas contaminer les gens que j'aime, ma grand-mère, mon père, ma mère et mes cousins. Donc non, je préfère ne pas assister au mariage que de contaminer et de condamner certaines personnes. Ça, c'est compliqué parce que ce sont des messages qui ont du mal à passer, franchement. C'est très très difficile, c'est le plus gros effort, mais on n'a jamais gagné une bataille sans effort. Donc ce qu'on demande aux Français, c'est de gagner la bataille et de la gagner maintenant, parce que dans un mois, quand ils en auront conscience, on ne pourra pas revenir un mois en arrière. La propagation, elle aura déjà eu lieu. Et là, par exemple, pour vous donner juste une idée, la semaine dernière, j'ai testé 4 familles, enfin la même famille, mais avec différentes branches, qui s'étaient tous rendus à un mariage. Ils sont tous positifs. Et on m'a encore posé la question de savoir si jamais je pouvais aller au mariage la semaine prochaine du deuxième cousin. Bah, la réponse, c'est non. Non, non, non. Il faut s'arrêter. Il faut arrêter de contaminer ses proches. Donc mariage, lieu bien sûr de contamination. Dès qu'on a 300 personnes, on a une probabilité de 97% d'avoir une personne qui est atteinte du coronavirus au vu de la prévalence actuelle. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je contamine pas mes amis et ma famille. Foire aux questions qu'on vous pose dans un cabinet de médecins généralistes. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question ? Alors je dis pas loufoque, mais puisque toutes les questions sont bonnes finalement, mais qu'est-ce qu'on vous pose comme question ? La dernière question qu'on m'a posée, c'est: mais vous avez mis 7 jours en arrêt mon fils, et il a que le nez qui coule, et moi je voudrais le remettre à l'école, et pourquoi vous faites ça ? Ben voilà, c'est difficile à expliquer quand les gens veulent pas entendre. Mais après, on en a plein des questions. Est-ce que le masque va marcher ? Est-ce que mon masque il marche ? Quand est-ce que je dois le mettre ? Est-ce que ça se transmet par les mains ? Est-ce que ça se transmet par le toucher ? Est-ce que c'est aérosolisé ? Qu'est-ce que je fais dans mon immeuble ? Est-ce que je prends l'ascenseur ? Est-ce que je prends les escaliers ? Alors, pour les mains, visiblement, le message passe quand même bien. Les gens comprennent bien que finalement, les mains sont un vecteur important de la maladie, si ce n'est le vecteur le plus important d'ailleurs. Alors, je le redis, c'est pas le vecteur le plus important. Non. C'est le vecteur le plus important, c'est l'aérosolisation. Donc, le plus important, c'est d'aérer les pièces, c'est de porter un masque. Après, ça peut passer par les mains, mais on ne constate pas dans les cas graves de contamination majeure par les mains.
Donc, ça peut être possible, mais c'est pas le vecteur principal. Alors, quand vous dites aérosolisation, ça veut dire quoi ? C'est simple, vous éternuez. Moi, je suis là actuellement à probablement un peu plus qu'1 mètre. Donc, normalement, vos gros gouttelettes, elles ne m'atteignent pas. Mais par contre, il y a en suspension des petites gouttelettes, c'est ce qu'on appelle les droplets, qui vont se mettre en suspension dans la pièce, qui vont se diffuser en fonction des coins d'aération. Et ça, si j'ai pas de masque qui filtre, c'est-à-dire si vous avez, donc c'est le cas de tous vos auditeurs. Les auditeurs ont un masque chirurgical, donc ils ne filtrent pas. Parce que vous avez vous avez le modèle numéro 2, donc qui filtre. Tout à fait. Et bien eux, quand ils vont respirer vos droplets et donc ils vont se contaminer. Le meilleur moyen de ne pas aspirer ces droplets, c'est d'être dans un milieu qui ne soit pas confiné. Donc ouvrir les fenêtres. Juste ouvrir les fenêtres. L'aération en permanence. Ah oui, mais oui, ayez froid si vous voulez. Moi, je tremblais tellement que je savais plus si je tremblais parce que j'avais la trouille ou si c'était parce que j'avais froid au début. Et je sais toujours pas, mais je pense qu'il y avait les deux. Bon, là, on est en septembre, il fait encore bon, mais on en reparle dans un mois, quand en plus les virus saisonniers vont arriver. Tout à fait. Le mélange des deux virus va être très difficile pour nous de faire la part des choses, mais ceci dit, c'est pas grave, on soigne sur des symptômes. Moi, soigner une grippe ou soigner un coronavirus, pour moi, au démarrage, c'est la même chose. C'est quand le patient dégénère qu'on n'a pas le même traitement. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement pour le coronavirus, finalement ? En fait, on traite les symptômes. Donc, à partir du moment où le patient a des symptômes, s'il a le nez qui coule, on va lui régler son problème de nez qui coule. S'il a mal à la gorge, on va lui traiter son problème de mal de gorge. S'il a une pneumopathie bilatérale, on va mettre un antibiotique pour éviter une surinfection. Si jamais il a des difficultés respiratoires, on va mettre des médicaments ou des sprays qui permettent de mieux respirer. On prend en charge tous les symptômes, mais exactement comme dans la grippe, c'est pareil. La grippe, on met pas un médicament miracle pour tuer la grippe. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de s'auto-médiquer quand ça arrive, les signes que vous donnez, souvent vous allez à la pharmacie, vous prenez, alors on va pas citer de marque, mais bon, c'est pas le moment. Les Fervex, c'est toute la famille, vous savez. C'est pas le moment de s'auto-médiquer, c'est le moment d'aller voir votre médecin en qui vous avez confiance, qui puisse vous aider à dire, il y a t'as bien 2-3 signes, mais t'as tel signe qui va pas dans le coronavirus, donc c'est bon, t'es pas trop contagieux, tu t'isoles un peu, comme ça on est tranquille et on passe à autre chose. Et c'est vraiment le moment où il faut demander conseil, parce que c'est très difficile de faire la différence entre une angine, un coronavirus, une gastro, une migraine. Franchement, les patients ne savent pas le faire. Les pharmaciens le font très mal aussi, faut le dire comme c'est. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas examiné, ils peuvent pas examiner le patient. Donc, si vous demandez conseil à un pharmacien, vous risquez de vous retrouver avec un traitement d'angine là où ça n'en est pas une. Donc, il faut examiner le patient. Et pareil, un truc qui est absolument hallucinant, c'est éviter la télémédecine. Enfin, une télémédecine, comment on fait une télémédecine sans examen ? Vous êtes contre la télémédecine, ça c'est un truc. Ça c'est un truc de fou. Alors, vous allez voir le médecin, il vous regarde à travers une visio, on fait un petit FaceTime, on fait un WhatsApp, et puis derrière ça, vous avez mis la main sur le ventre, vous avez ouvert la bouche, vous avez été regardé dans les oreilles. Non, c'est pas sérieux. Donc non. Pour faire un diagnostic, il faut examiner le patient complètement. Alors c'est pareil, si vous allez chez le médecin, que vous êtes derrière le bureau, que vous êtes assis sur votre chaise et que le médecin il bouge pas de sa chaise, il n'y a pas eu d'examen non plus. Il faut être assez clair sur la question. Vous devez être examiné, c'est le moment d'examiner nos patients. On a beaucoup parlé de médecine de guerre avec cette pandémie. Est-ce que vous avez trouvé une nouvelle définition à la médecine de guerre ? Oui, pour moi, la médecine de guerre, c'est quand on fait moins de choses que ce qu'on devrait faire ou que ce qu'on a envie de faire quand il n'y a pas autant de problèmes. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, si jamais j'avais un patient qui toussait, qui crachait, qui faisait de la température, je ferais bien une radio pour vérifier que c'est une pneumopathie, et puis je lui ferais bien un bilan sanguin pour voir le niveau dans lequel on est, et puis si je peux trouver le germe, ce sera encore mieux. Mais si jamais tout ce que je fais est au prix de la contamination d'autres soignants, alors que ça ne va pas changer mon traitement, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et à ce moment-là, on prend un risque un peu plus grand, mais il faut couper la contagion en priorité. Faites un peu de politique dans votre livre quand même. Alors, je suis un ancien élu, mais sans carte. J'ai jamais eu de carte. Et si pour répondre à votre question, je ne suis pas de gauche. Oui, ça se sent, parce que je vois que sur la question du maintien des élections municipales, que vous accusez vraiment d'avoir été propagateur et d'avoir justement été très rapidement, puisque vous avez vu les résultats 15 jours après, au niveau de l'épidémie. Vous dites que d'après les questions que vous avez posées, Macron, il aurait pas été autant influencé que ça par le personnel politique, comme on le dit.
Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Au démarrage, j'ai cru qu'il était sous influence, et notamment, j'avais bien entendu mes petits amis de la droite qui avaient fait appui, et notamment aussi bien Gérard Larcher. On a beaucoup parlé de Gérard Larcher, le président du Sénat. Il y en a eu d'autres. En tout cas, tous ces gens-là qui ne comprenaient pas et se sont montrés appuyants pour maintenir des élections, ont très clairement participer à ce problème qui de toute façon sera jugé un jour ou l'autre par la justice. C'est juste une question de temps, ça il n'y a pas de problème. La justice a un temps qui n'est pas celui de l'épidémie ni des médias, mais a priori vos confrères que j'ai eu au téléphone, etc., m'ont dit que non, en fait il n'y a pas eu autant de pression que ça, et qu'il y avait des éléments de langage qui avaient été envoyés au bon moment, et que donc en fait la décision n'a pas été prise sous la contrainte, mais que c'était une vraie décision prise. On verra selon les éléments. Vous savez, la justice doit enquêter seule. C'est pas moi qui suis justicier. Qu'est-ce que les 6 mois qu'on vient de passer vous ont appris sur vous-même en tant que médecin généraliste ? Alors ça renvoie beaucoup à quelque chose de très intime. Alors les médecins ont beaucoup de mal à parler de leur fort intérieur. Vous parlez du cimetière personnel des médecins. Ouais, on est marqué au fer rouge par chaque mort qu'on estime avoir raté. Alors est-ce qu'on les a vraiment ratés ou pas ? On n'aura jamais la réponse, vous le savez. Mais il y en a sur qui on se reproche de ne pas avoir fait tel examen. Il y en a sur qui on se dit j'y ai pas pensé. Ça, c'est quelque chose qu'on garde de l'internat au moment où on est à l'hôpital jusqu'à sa fin de carrière et jusqu'à sa mort. Vous vouliez faire des diabétos ? Je suis passé en service de diabéto, j'y ai appris plein de choses, et je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que j'y ai appris, parce qu'aujourd'hui ça me sert, mais tous les jours, 50 fois par jour. Et pourquoi finalement les diabétiques aujourd'hui sont-ils tellement à risque par rapport à cette infection ? Ils cumulent plusieurs facteurs de risque en général, à la fois l'obésité, le diabète, une immunosuppression, l'âge, parce que les diabétiques sont quand même plus âgés en général, si on parle des diabétiques de type 2, pas les diabétiques de type 1, et de l'insuffisance rénale. Il sera vraiment intéressant de regarder quel est le bilan dans les centres de dialyse. A priori, il y a de la place maintenant. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Moi, je me rappellerai toujours. Quand vous dites qu'il y a de la place, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas faire leur dialyse, c'est ça ? Non. Je vais vous raconter une histoire toute simple. J'ai vu un patient que je vais voir parce qu'il avait un diagnostic de Covid fait en dialyse. Et le patient, très gentiment, alors il n'a pas un niveau d'études très important, et il me dit c'est merveilleux, mais je vois plus mes copains, on n'est plus que 2 dans le centre de dialyse, il n'y a que moi qui ai survécu. Bon. Je lui ai pas dit que c'était lui qui avait propagé, évidemment, mais on peut être sûr que ça a été propagé à ce moment-là. On parle de décisions difficiles, puisqu'on est en train de préparer les esprits qui seront prises. C'est ce que dit le président du conseil scientifique. On voit dans votre livre que vous recevez plein de mails dans votre boîte mail. Qu'est-ce que vous avez reçu comme mail récemment, et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Dans ma boîte mail, je reçois la liste des clusters, les uns après les autres, qui grandit, et le tout avec au moins 3 semaines de retard, puisque moi, les clusters que j'ai dépistés cette semaine ne sont pas dans mes mails. Donc, et ils l'ont jamais été, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Donc, il y a un retard à la remontée, ne serait-ce qu'au niveau régional. Donc, à la remontée nationale, j'ose même pas imaginer quel retard ils ont. Et j'ai des consignes qui s'entrecroisent de plus en plus. On a des villes qui pensent encore qu'il faut appelez le centre 15, donc surtout pas n'appelez surtout pas le centre 15, allez voir votre médecin. Voilà. Et après, au début de la pandémie, c'était juste une horreur. On recevait 2, parfois 3 mails par jour. Alors vous rentrez le soir, vous avez déjà 21h. Et là, vous allumez votre boîte mail et vous lisez des mails de 3 pages qui se contredisent les uns après les autres, d'une instance, d'une autre instance. C'était effroyable. Et là, quand on parle de décision difficile, c'est de quel ordre ? A priori, il faut s'attendre à toute décision qui permettra de limiter les interactions sociales. C'est surtout ça, la bataille, elle va se jouer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que chaque Français soit responsable et limite de lui-même ses interactions sociales, ce qui permet aussi d'avoir celles qui nous paraissent logiques dans des conditions normales. C'est-à-dire que aller jusqu'à interdire d'aller voir ma grand-mère alors que si je suis capable d'aller la voir dans son jardin avec un masque, franchement, si on veut pas en arriver là, il faut se limiter, quoi. Faut pas aller voir les 15 copains et se taper et échanger le verre parce qu'il y avait qu'un verre pour les 15, quoi. Faut arrêter.
Docteur Bertrand Legrand, les coulisses de la vie d'un médecin généraliste à Tourcoing, un journal d'un médecin au temps du coronavirus, aux éditions de l'Archipel. Vous n'avez pas la langue dans votre poche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et très belle journée santé sur Beurre FM.